Tendance première. 3 filles qui ont décidé de s'engager dans le home organizing. 3 drôles de dames qui aujourd'hui répondent à l'appel en détresse d'une 4e, Laurence. La mission, désengorger son grenier. Bonjour Laurence. Enchantée. Élodie. Je te présente Sophie. Bonjour. Et après 14 ans de vie dans cette maison, on accumule beaucoup de choses. Et donc, à bout d'un moment, on se retrouve avec un grenier rempli et qu'il faut absolument désencombrer. Et pour ça, le faire toute seule, c'est vraiment mission impossible. Donc, il faut se faire aider. Se faire aider, c'était un extrait d'un reportage de nos collègues de Canal C, la télévision namuroise. Bonjour Élodie Ouéry. Bonjour Céline. Alors voilà, vous faites partie de ces drôles de dames qui poussent les portes des particuliers pour les aider justement à organiser ou réorganiser leur maison. Home Organizing, ma méthode en 10 étapes, c'est votre ouvrage qui vient d'être publié aux éditions Racine. C'est quoi une home organizer? D'abord, est-ce que ça se dit home organizer ou home organiseuse? Alors moi je dis home organizer, que ce soit homme ou femme. On s'amuse juste à dire un home organizer quand c'est un homme. Voilà, parce que ça existe aussi. C'est quoi concrètement être home organizer? C'est un métier qui consiste à aider des particuliers à désencombrer leur habitation de tout ce qui est superflu, trop petit, trop grand, et tout ce qu'ils veulent éliminer de leur habitation. Alors quand on vous écoute, on pourrait se dire, ok, mais c'est pas très compliqué, il suffit de pousser les portes, de dire, ok, ça c'est le bordel, on range tout. Alors ça, c'est un préjugé qu'on peut avoir, effectivement. On pense que c'est simple, mais ça ne l'est pas. Et la preuve, c'est que mon activité a très bien évolué les dernières années. Donc, j'avais senti le filon quand moi-même, je me suis engluée dans mon propre encombrement. Et voilà, apparemment, je n'étais pas la seule. Ouais. Justement, c'est ce que vous expliquez très bien dans cet ouvrage. Vous êtes maman de 4 enfants. Oui. Vous êtes mariée, maman de 4 enfants. Et comme tous les parents, à un moment, on se dit, oh là là, c'est quoi ce bazar, c'est quoi ce désordre? Je ne m'en sors plus, j'ai pas le temps. Entre le boulot, les courses, le repas, les devoirs, les activités avec les enfants, ils foutent le bazar dans la maison et je ne parviens plus à m'en sortir. Ça, c'est un petit peu ce qui se passait chez vous aussi au départ. Oui, parfaitement. Il fait que j'ai eu une difficulté supplémentaire puisqu'on a eu des jumeaux et 2 ans après, pile poil, un 3e enfant. Donc, on a eu 3 enfants en 2 ans, ce qui a un petit peu renforcé la difficulté en termes de matériel, de puériculture, de jouets, de vêtements et de surcharge et de fatigue aussi, d'épuisement. Donc, tout ça a fait un gros melting pot et je me suis sentie complètement dépassée dans la maison. Le premier symptôme a été effectivement l'encombrement matériel qui n'a fait qu'augmenter au cours des premiers mois de vie de mes enfants. Ouais. Et pourquoi est-ce que les particuliers font appel à vos services alors? Qu'est-ce qu'ils attendent d'un home organizer? Je crois qu'ils attendent quelqu'un qui leur tende la main et qui leur dise que c'est possible déjà, donc beaucoup d'espoir et puis une méthode parce que beaucoup ont envie de se mettre à désencombrer mais ne savent pas comment faire ou en tout cas s'y mettent mais pas avec une méthode efficace et donc se découragent très très vite. 10 étapes, c'est ce que vous allez nous proposer avant de rentrer dans le concret, essayer de bien comprendre. Pourquoi, à votre avis, est-ce que c'est si important justement de se désencombrer? Je fais partie des gens qui sont bordéliques, mes enfants font partie des enfants bordéliques et de temps en temps ça me dérange, de temps en temps pas. Je pense qu'il ne faut pas intervenir quand ce n'est pas nécessaire, quand il n'y a pas de besoin. C'est rassurant, hein? Oui, c'est pas mal. On ne va jamais intervenir chez quelqu'un qui n'a pas une demande. Par contre, les gens qui font appel à nous sont des gens qui souffrent en fait de leur encombrement. Et quelles sont les souffrances qu'on retrouve le plus souvent? Des disputes au quotidien, beaucoup de conflits, des tensions, une mauvaise répartition des tâches, donc beaucoup de conflits dans les couples, beaucoup de perte de temps, d'énergie, une dépense d'argent aussi, avec beaucoup de gaspillage derrière. Et c'est quand ces plaintes-là arrivent que là, on sait qu'on peut effectivement aider, accompagner les gens. Tant qu'il n'y a pas de demande, on n'embête personne. Vous le dites, c'est quand la maison devient une maison malade. Ah oui, c'est simplement une petite anecdote. Je me suis retrouvée un jour aux urgences avec ma fille Capucine et un médecin m'expliquait son métier. En l'entendant m'expliquer son métier, j'ai compris que moi aussi je soignais des maisons. Pas des gens, mais des maisons. Et donc après ça, on a rigolé en disant qu'on pourrait s'appeler les Dr House. C'est pas mal. Et on a été chercher toutes les analogies comme les symptômes, les problématiques, les soins, etc. Est-ce que c'est quelque chose qui s'est aggravé, selon vous, avec nos modes de vie qu'on décrit comme des modes de vie de fous, où on court dans tous les sens? Sans aucun doute, je m'intègre dans ces personnes-là, je ne fais pas du tout exception. On surconsomme, je pense que c'est principalement le problème aujourd'hui. On a beaucoup plus d'objets à l'intérieur de nos maisons. Il y a des études qui ont été faites là-dessus, le nombre d'objets ne fait qu'augmenter. Et les tailles des maisons ne font qu'augmenter aussi. C'est ça qui est surprenant, c'est qu'à l'époque, on vivait, dans la génération de mes grands-parents, dans une maison peut-être 2 fois plus petite que la mienne, avec 2 fois plus d'enfants, puisque entre-temps, il y a des éléments qui nous ont permis d'avoir moins d'enfants qu'à l'époque. Et donc, moi,
quand mes jumeaux et Aurélien elles sont arrivés tous les 3, j'avais une maison qui était 2 fois plus grande que celle de ma grand-mère, mais j'avais pourtant 2 fois moins d'enfants et pourtant beaucoup moins d'espace. Et donc je me suis dit, c'est quand même étrange qu'on ait ce problème de mètres carrés occupés et cette impression d'étouffer, parce que c'est l'impression que j'avais chaque fois que je rentrais chez moi. Or, j'avais bien besoin de souffler quand je rentrais, justement. Et donc oui, je pense que le mode de vie qu'on a actuellement est une des raisons pour lesquelles le home organizing est en train de prendre une ampleur aussi impressionnante. Vous parlez de maisons qui sans cesse évoluent et s'agrandissent. On a une autre tendance aussi dans les villes, par exemple, c'est que par exemple à Bruxelles, pour citer Bruxelles, 11% des logements sont des colocations. Donc est-ce qu'il n'y a pas un autre état d'esprit dans une autre génération, la génération qui est en train d'arriver, qui se dit, mais moi j'ai besoin de moins, je vis dans moins de mètres carrés, je partage certaines choses. Vous le ressentez aussi ? Je le ressens et je le vis, puisque c'est notre objectif là maintenant de vie à très court terme. On va couper notre maison en 2, on va louer une partie et on va vivre dans la deuxième partie en la réduisant vraiment de moitié. Ça veut dire qu'on doit encore aller plus loin dans le tri et dans le minimalisme, mais c'est un objectif qu'on a envie d'accomplir. Le but étant de partir après dans un van, parcourir l'Europe pendant plusieurs mois avec nos 4 enfants. Donc les vans, il faut savoir qu'ils sont aménagés pour 3 personnes, on sera 6. Ouais. Donc ça va être chaud boulette, mais il y a moyen d'y arriver à condition justement de rentrer dans ce processus-là du moins mais mieux et vraiment de limiter un maximum les possessions. Je voudrais pas vivre toute ma vie dans un van, mais j'ai envie de vivre l'expérience pour, en revenant après, me rendre compte qu'on peut vraiment encore aller plus loin. Et pourtant, j'ai fait des visites guidées de ma maison pendant plusieurs mois et les gens étaient toujours estomaqués de voir le peu d'objets qu'il y avait. Donc, peut-être que pour certains, c'est déjà peu, tandis que pour d'autres, et effectivement, la génération qui suit sera certainement bien plus, minimaliste que nous. Pour eux, c'était une maison finalement confortable, rien d'anormal. Ouais. Donc, ouais. Ça veut dire que vous n'aimez pas les objets, Élodie? Si. Vous n'aimez pas les souvenirs? Parce qu'il y a plein de gens, quand j'ai commencé à parler de ce bouquin, ces derniers temps, qui m'ont dit, oui, mais moi j'adore, il y a tellement de souvenirs, je ne peux pas m'en détacher. Je ne peux pas m'en détacher. Eh bien, on ne faut pas s'en détacher. Et donc, ça, c'est vraiment... j'adore les objets, j'adore les souvenirs, que du contraire, c'est pour faire de la place aux objets qu'on aime et aux souvenirs qu'on a envie de conserver, qu'on trie tout le reste. Parce que les souvenirs sont pas très volumineux dans les maisons. La plupart du temps, ce qui pose problème, c'est tout ce qu'il y a autour de ces souvenirs. Et donc, les souvenirs se perdent même au bout d'un moment. Donc, en voulant conserver trop, on perd le plaisir de conserver ces souvenirs. Donc, moi, j'ai plein de souvenirs, j'ai plein de photos, j'ai des petites boîtes pour la naissance des enfants, j'ai même les lettres d'amour que mon père avait écrites à ma mère que j'ai récupérées. Tout ça est toujours chez moi, prend une place maîtrisée et j'y ai accès facilement parce que j'ai désencombré tout ce qu'il y avait autour. Donc, ça, c'est pour rassurer ceux qui ont envie de garder leurs souvenirs, vous pouvez. C'est tout à fait possible. Alors, on a un premier témoignage qui nous est arrivé au 02 737 26 06, message d'Olivier. Je vous le lis. Un conseil adressé aux familles avec enfants. Les parents s'attribuent souvent la plus grande chambre et les enfants sont relégués dans les plus petites. C'est injuste puisque les enfants ont en fait pour seul territoire leur chambre. Si on veut qu'ils évitent de répandre leurs affaires partout, c'est important de veiller à ce qu'ils aient un espace personnel suffisant. Message d'Olivier. Une réaction? Je suis tout à fait d'accord. Je dis toujours à mes clients qu'on est des animaux grégaires, qu'on a besoin de territoire, qu'on doit marquer notre territoire. C'est ce que certaines personnes font d'ailleurs avec leurs objets et leurs désordres. C'est marquer une espèce de barrière matérielle autour d'eux pour empêcher le monde extérieur de venir les agresser. C'est ce que fait un adolescent, c'est ce que j'ai fait quand j'étais adolescente aussi. Donc c'est normal, les enfants en étalant leurs jouets en fait prennent de la place dans la maison et prennent leur place dans la famille. Donc ça fait partie effectivement d'un conseil qu'on donne régulièrement. Le tout est de mettre un minimum de règles pour ne pas se sentir envahir justement constamment. Par exemple, une règle chez nous, c'est que les enfants ne peuvent pas rentrer dans notre chambre sans demander l'autorisation. On ne peut pas non plus rentrer dans la salle de bain sans toquer et on ne peut pas faire des méga cabanes dans le salon. Ils ont un grand espace qui est en fait la chambre la plus grande de la maison avec une mezzanine. Ils ont même un toboggan dans leur chambre, donc ils sont super bien. La fête, quoi. La fête, ils ont leur salle de bain à part, ils ont tout ce qu'il faut. Là, ils font ce qu'ils veulent, à condition de ranger quand ils ont fini de jouer. Ça, c'est la règle aussi. Mais effectivement, c'est quelque chose qui règle pas mal de problèmes dans la maison, d'avoir réparti les territoires comme ça et de pouvoir chacun s'isoler tout en respectant les activités des autres. Ce qui est assez étonnant, Élodie Wery, je rappelle, vous êtes l'auteur de cet ouvrage, Home Organizing, ma méthode en 10 étapes, et on va revenir évidemment sur les différentes étapes. Vous savez, j'ai une autre casquette, régulièrement je visite des maisons depuis 16 ans, et j'ai jamais vu une maison où la chambre des enfants était plus grande que celle des parents. Ah, étonnant, voilà. Donc c'est qu'il y a quelque chose à faire à ce point de vue-là. Ouais, un changement de mentalité à amener aussi. Si vous voulez participer à ce dossier du jour, à ce débat, vous n'hésitez pas, vous nous envoyez un SMS au 60 31, vous nous passez un petit coup de téléphone au 02 737 26 06 ou un courriel à tendance_première@rtbf.be. On va partager vos expériences aussi. S'il y a un moment où vous vous êtes dit j'en peux plus de ce bazar dans la maison, il faut absolument que je réorganise ça, vous n'hésitez pas. Ou si au contraire, comme Déborah Damblon qui me disait pendant le disque qu'elle était tellement attachée aux objets qu'elle ne pouvait pas s'en séparer,
séparés, eh bien vous pouvez également nous faire part de vos réactions, de vos questions aussi qu'on posera à Elodie Wery, l'auteur de cet ouvrage Home Organizing. Première étape alors, puisqu'il y a 10 étapes dans votre méthode, on va essayer d'être justement méthodique et consciencieux. Elodie, on commence par quoi si on veut réorganiser sa maison? On commence par accepter que des objets doivent sortir matériellement de la maison. Voilà. Ouais. C'est un peu la première étape à laquelle on ne peut pas, on peut pas refuser cette étape-là, sinon on ne sait pas aller plus loin, ça ne sert à rien. C'est ce qu'on appelle entre home organizers, c'est du vocabulaire que j'ai inventé pour rendre le métier un peu plus fun, la moisson. La moisson, c'est ce qu'on va aller moissonner, chercher chez les gens. Donc c'est tout ce qui est à donner, à vendre, à jeter. Donc tout ce qui sort matériellement de la maison. Mais il faut accepter que ça sorte pour de bon, et c'est un peu le problème de la majorité des gens, c'est qu'ils sont prêts à faire des tas de caisses, mais les caisses ne sortent jamais vraiment de la maison. Elles sont déplacées des pièces de vie vers les zones de stockage, et puis des zones de stockage vers d'autres zones de stockage, et puis on retourne dedans quelques mois après, parce que la fameuse brocante à laquelle on devait participer a été annulée, où il faisait vraiment trop moche en plein été, voilà, où on n'a pas su se lever à 5h du matin, et donc finalement on ne fait que déplacer son désordre. Et donc dans la première étape, je fais bien la distinction entre le rangement et le désencombrement. D'ailleurs, j'ai entendu dans le lancement qu'il y avait une petite erreur à ce niveau-là. Qu'est-ce que j'ai dit? On ne parle pas de rangement en fait. Le rangement n'est pas très intéressant. Le rangement, il se fait tout seul à partir du moment où on a vidé, on a désencombré. Il reste plus grand-chose. Vu qu'il reste plus grand-chose, les choses trouvent leur place assez facilement. Donc dans une mission, on appelle ça une mission. Quand on intervient chez quelqu'un, on va travailler 4 heures. Souvent, c'est déjà suffisamment long et fatigant. Sur les 4 heures, en fait, on va trier pendant 3 heures. Donc, le travail, c'est vraiment de trier, de faire la part des choses entre ce qu'on garde et ce qu'on ne garde pas. Et la dernière heure, dans la dernière heure, il y a peut-être 20-25 minutes qui vont être consacrées au rangement. Donc, proportionnellement, au temps qu'on passe chez les gens, le rangement n'a pas beaucoup d'intérêt. Ce qui va vraiment être l'étape préalable, c'est faire prendre conscience qu'on ne peut pas arriver à un résultat tant qu'on n'a pas éliminé un maximum d'objets de l'habitation. Et on commence par 4 heures avec vous pour commencer à se dire qu'on peut, justement, laisser filer les objets auxquels on est attaché. Vous restez avec nous, bien entendu, Elodie Wery. On attend vos réactions, vos commentaires ou vos questions au 02 737 26 06 ou par SMS au 60 31. Tendance première. 10h, 11h30. Tendance première. Cédric Gauthier. Christian d'Anvers nous envoie ce message. Bienheureux ceux qui peuvent vivre dans le désordre. Je les jalouse. Pour moi, c'est impossible. Aujourd'hui, nous parlons de désordre, de réorganisation aussi, avec la sortie de ce livre, Home Organizing. Elodie Wery est l'auteur de ce livre, bouquin paru aux éditions Racine. Elle a une méthode en 10 étapes pour nous permettre justement de réorganiser, de vivre différemment dans nos intérieurs. On va revenir là-dessus juste après ceci. Super. Par moments, ça a été difficile de me défaire de certaines choses. Sentimentalement, je suis attachée, puis retrouver les souvenirs, peur de perdre ces souvenirs. Et voilà, j'ai dû me faire parfois un petit peu violence, mais avec la bienveillance d'Elodie, il n'y a pas eu de problème, vraiment, sachant qu'elle veut mon bien et qu'elle veut aller de l'avant pour un mieux. En effet, là, il y a du boulot. Ne te moque pas. Je ne me moque absolument pas. Je constate qu'il y a en effet énormément de foulards. Oui. Alors, ce qu'on va faire, on va les prendre un par un. Oui. Alors, on ne traîne pas 3 heures sur un foulard, d'accord? Le but, c'est pas de te remémorer tous les souvenirs qui sont liés au foulard, c'est de les prendre et de me dire concrètement si tu les mets ou pas. Voilà comment se passe une séance de home organizing avec vous, Elodie Wery. C'est vrai qu'on n'a pas les images de ce reportage, mais on a une cliente, quelqu'un qui vous appelle en disant voilà, j'ai besoin de vos conseils, et qui a une pile de foulards, mais elle n'a pas suffisamment de bras pour tenir tous ces foulards. Pourquoi est-ce qu'on est à ce point attaché aux objets, selon vous? Je crois que la plupart du temps, ça comble un banc quelque part. Se défaire des objets, c'est faire de la place pour plein d'autres choses. Et quand on ne sait pas ce qu'on veut justement faire de cette autre chose, on se rattache aux objets. C'est vraiment, thérapeutique. Sérieusement, moi, je l'ai vécu comme ça. C'est-à-dire, expliquez-moi en quoi c'est thérapeutique d'un moment de réorganiser. Entre votre maison au départ, et puis une fois que vous avez tout réorganisé, qu'est-ce que ça a changé en vous et dans la vie de famille? Alors, beaucoup moins de tensions, beaucoup moins de disputes, beaucoup moins de conflits, beaucoup moins de remises en question, ça c'est sûr. Moi, je trouve que c'est épuisant de passer derrière tout le monde sans cesse, de crier sur tout le monde parce qu'on en a ras-le-bol, de péter des plombs régulièrement parce que le désordre, en fait, ça nous prend une énergie de dingue. Donc, il y avait les conflits, il y a l'énergie que j'ai retrouvée, donc
moi, je faisais partie des gens qui se réveillaient tous les matins en disant qu'ils étaient crevés, fatigués, épuisés. J'ai encore des phases comme ça, rassurez-vous, surtout en plein hiver, mais elles sont moins fréquentes et je peux retrouver plus facilement de l'énergie en me reconnectant justement à ma maison, parce que cette maison est censée nous donner de l'énergie. C'est vraiment comme une base sur laquelle on peut aller se relier et se recharger, et pas l'inverse. Ça m'a permis de changer complètement de mode de vie et de mode professionnel. Donc ça aussi, ça a eu un impact très très grand. Vous avez complètement changé de vie. Vous vous êtes dit, maintenant je vais devenir home organizer. D'abord, j'ai décidé d'arrêter de travailler. C'était une étape importante. J'ai pas vraiment eu le choix. Vous êtes en couple, hein? Oui, en couple, je suis mariée, famille, oui. etc. Ouais. Avec Thibaut, qui fait d'ailleurs partie de l'aventure depuis le début. Donc lui était ingénieur en construction et a travaillé pendant plusieurs années dans ce secteur-là. On a eu nos 3 premiers enfants. Capucine, qui est la jumelle, a eu un problème de santé à 1 an, donc on a dû prendre des décisions, et la décision a été de m'occuper d'elle pendant 2 ans à la maison avant qu'elle ne rentre à l'école. Ce que j'ai fait avec beaucoup de plaisir, mais ce que j'ai détesté, parce que je suis pas du tout faite pour être entre 4 murs, et surtout quand les 4 murs sont encombrés. Et c'est de cette expérience-là qu'est née l'envie de faire ce métier de home organizing. Et donc voilà, en fait, j'ai lancé mon activité sans savoir ce que ça allait donner. Puis année après année, l'activité a évolué. Salomé, qui est notre 4e enfant, est arrivé. Et à la naissance de Salomé, c'est Thibaut qui a arrêté de travailler. Donc ça, c'est aussi un truc assez spécial, c'est qu'on a inversé. C'est moi aujourd'hui qui travaille pour les 6 personnes de la famille. Je travaille beaucoup moins parce qu'on vit en fait avec beaucoup moins. Et donc on a complètement réduit notre manière de consommer, notre voilure. On a éliminé toutes les dépenses qui n'étaient plus nécessaires. On a trouvé des trucs et astuces. Quel genre de dépenses n'est pas nécessaire? Plein de choses. Par exemple, les aides ménagères. Donc j'avais pendant des années une aide ménagère qui m'aidait à nettoyer. Aujourd'hui, étant donné que la maison est beaucoup plus simple à ranger, à nettoyer, je n'ai plus besoin de cette aide-là. Ensuite, j'ai développé mon activité qui me permet de faire des formations. Les formations, c'est des modules de semaine, ce sont des séminaires. Donc en dehors de ces séminaires, je récupère pas mal de temps pour la maison aussi. Notre manière de nous alimenter, rien que le fait de prendre le temps d'aller faire ses courses, de regarder les prix, de cuisiner des choses meilleures, d'aller chercher des produits, ça aussi, ça demande du temps. Hein. L'air de rien, quand on n'a pas le temps, on fait tout à l'arrache et donc finalement, on dépense plein d'argent. Des dépenses vestimentaires. Pour les enfants, on achète principalement que du seconde main, mais il faut encore aller dans les bourses, les brocantes, trouver des copines qui ramènent des boîtes, faire des tri dans les boîtes. Donc tout ça, ça prend du temps. Et ce temps-là, je l'ai récupéré en triant ma maison. Comment est-ce que vous avez amené votre homme à entrer finalement dans cette philosophie? Parce que quelque part, c'est une philosophie de vie aussi. C'est à lui qu'il faudrait poser la question. On va l'appeler. Oui, on pourrait. On s'est rencontrés quand j'avais 16 ans, hein, donc on a eu une belle évolution. Ah oui, c'est une belle histoire, ça. Ça veut dire que je crois qu'on a grandi ensemble. Il a vécu aussi mal que moi le fait qu'on vive dans une maison encombrée avec les enfants, bien qu'il se dit bordélique. Donc ça, c'est très comique aussi. C'est quelqu'un qui ne s'en fout en fait complètement du bordel. Il peut vivre dedans. Mais il a vite compris que ça impactait énormément notre relation et l'éducation des enfants et le plaisir qu'on a à être chez nous. Et aujourd'hui, c'est lui qui passe plus de temps que moi à la maison. Donc là, je suis partie ce matin, il y avait 5 enfants, parce qu'on avait une petite copine qui dormait à la maison. J'ai laissé tout seul toute la matinée avec les 5. Donc il sait ce que c'est de vivre dans une maison qui est pratique, bien rangée, bien organisée, et de se rendre compte que, voilà, finalement, ça coule et que ça ne demande pas un effort surhumain. Donc je crois que c'est l'expérience, le fait qu'il ait vécu dans une maison encombrée puis une maison désencombrée, qui finalement l'a convaincu d'aller plus loin. Après, il n'est pas attaché aux objets. Quand j'ai commencé à faire du tri dans ses vêtements, il n'a jamais rouspété, donc j'ai de la chance. C'est quelqu'un qui me suit un peu les yeux fermés dans tous mes 36 000 projets. Est-ce que les vêtements, justement, c'est pas un des points les plus compliqués ici? Ça dépend. Alors, il y a des gens qui adorent les vêtements et donc, eux vont avoir plus de mal. Et puis, dans d'autres cas, pas du tout. Parce que là aussi, avec mon autre casquette, je vois à peu près toutes les semaines dans des maisons, des gens s'exclamer en disant « Regarde mon dressing, c'est formidable, on avait besoin d'un dressing ». Alors, en fait, je crois que c'est une invention du siècle, hein, ça. C'était les garde-robes de nos grands-mères qui sont devenus ensuite des dressings. Donc, un meuble est devenu une pièce. Ça qui est très comique quand on l'observe. Donc, chez nous, on n'a pas un dressing. C'est dans la fameuse chambre des enfants qu'on a un dressing familial. Et donc, en fait, tous les vêtements des 6 membres de la famille, été comme hiver, y compris les valises, les affaires de ski, tout ce qu'on peut imaginer, tiennent dans un grand meuble. Donc, on a vraiment réduit... C'était uniquement nos vêtements il y a quelques années. Aujourd'hui, c'est les vêtements de 6 personnes. Donc, on a réduit, divisé par 3, en fait, le nombre de vêtements. Ça demande aussi un tri très régulier, hein, parce que les enfants grandissent très vite. Et donc, ça demande aussi un suivi régulier dans le tri des vêtements pour ne pas se laisser dépasser, pour ne pas réencombrer. Donc, le principe, c'est un objet rentre, un objet sort. Si j'ai envie de me faire plaisir et de m'acheter quelque chose, parce qu'il ne faut pas non plus confondre le minimalisme avec le non-plaisir, parce que c'est ce que les gens ont un peu... C'est ce que j'allais vous dire, parce que quand même, et je rebondis sur un message de Katia de Bruxelles, chez moi, c'est bourré d'objets, je les empile les uns sur les autres, j'adore n'importe quel type d'objet, pas juste ceux liés à des souvenirs, je ne pourrais pas vivre sans. Ça s'appelle le syndrome de Diogène, visiblement. On parle bien de plaisir, et dans votre méthode aussi, vous parlez de plaisir, ou de retrouver du plaisir.
Ah oui, enfin, moi je l'ai expérimenté, mais je reçois quand même tous les jours des témoignages de gens, soit qui pratiquent après avoir lu le livre ou qui ont fait appel à mes collègues et qui expriment ça, ce plaisir d'être heureux de retourner chez soi. Je me souviens comme ça, petite anecdote, que j'avais été trier le banc d'enfants dans une petite maison à Liège, à Saint-Nicolas, et la maman me disait, chaque fois que je rentre dans la maison, mon regard se pose sur ce petit banc qui a été trié et je me sens tellement fière, tellement contente de me dire que j'y suis arrivée. Quand les enfants sont rentrés, ils ont dit « Waouh, maman, t'as trié tout le banc, super », ils se sont remis à dessiner. Donc, s'il n'y a pas de plaisir, il ne faut pas le faire. Mais par contre, il faut s'attacher, si on n'aime pas le fait de trier, donc le moment de tri, c'est ce qu'on appelle les récréatifs, dans les différents profils types que j'ai repris dans le bouquin. Les récréatifs, ils ne vont pas aimer trier, mais ils vont adorer la sensation qu'on a après le tri. Donc c'est un peu la carotte qu'on va mettre devant leur nez. Puis on a d'autres, comme moi, qui aiment non seulement le moment du tri, mais qui aiment en plus le résultat du tri. Après, le syndrome de Diogène, donc c'est une maladie qui s'appelle la silogomanie, c'est reconnu comme un TOC, un trouble de l'accumulation. Et dans le syndrome de Diogène, cette silogomanie, il y a le syndrome de Noé et le syndrome de Diogène. Mais ça, ce sont des choses qui sont traitées par des gens spécialisés. Donc les home organizers ne vont jamais intervenir chez des gens qui sont diagnostiqués silogomanes. Donc ça, c'est vraiment une partie de la population à part et on n'a pas les compétences pour pouvoir les accompagner. Élodie Ouéry, on va s'attaquer à un chapitre important. Comment responsabiliser son conjoint, sa conjointe? Ça, c'est plus ou moins facile, il y a moyen, hein? Ouais, ça dépend. On a pensé pour Thibaut. Mais comment est-ce qu'on peut responsabiliser les enfants? Comment amener les enfants à se dire aussi qu'on peut retrouver du plaisir dans une maison qui est réorganisée? Pas rangée, mais réorganisée. Je crois que le mot-clé, c'est simplifier. En fait, la plupart du temps, si les enfants ne rangent pas, c'est parce que la tâche leur semble insurmontable. Je me souviens d'une salle de jeu dans laquelle je rentre et la maman me dit, c'est quand même pas possible, j'arrête pas de demander à mes enfants de ranger. Chaque mois d'août avant la rentrée, je fais le branle-bas de combat dans la salle de jeu, je retrie toutes les petites pièces et je me rends compte qu'à peine mi-octobre, il faut déjà tout recommencer. Et quand je rentre dans cette salle de jeu, le premier truc qui me saute aux yeux, c'est le nombre de caisses et le nombre de catégories d'objets qu'elle demande en fait aux enfants de respecter dans le tri. Il y avait une boîte pour les poupées, une boîte pour les vêtements de poupées, une boîte pour les accessoires de poupées. Et quand je lui demande pourquoi elle demande ça, mais elle me dit, mais parce qu'on ne mélange pas les accessoires avec les poupées. Je lui dis, mais pourquoi ? Pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas faire une boîte qui s'appelle Truc de fille? Parce que chez nous, Capucine, elle a eu une boîte comme ça pendant des années. Truc de fille, et il y avait aussi bien une poupée, il y avait aussi un ancien téléphone pour jouer, sa trousse de beauté, il y avait toutes sortes de petits accessoires, un poney, et tout était tout était remis dans la même boîte. Donc quand elle vidait la boîte, en fait, ça lui demandait pas d'effort de remettre tout dans la boîte. En quelques minutes, elle avait tout remis dedans. Et donc, c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que les enfants, ils veulent bien ranger. D'ailleurs, mon premier slogan, c'était « Ici, ranger devenait un jeu d'enfant ». Parce que j'observais mes enfants vers 2 ans et demi, 3 ans, et je me rendais compte qu'ils avaient du plaisir à ranger. Et quand je regarde Salomé, qui a 15 mois maintenant, son jeu, c'est ça. C'est principalement de remettre dans des boîtes. Donc, en principe, tout le monde aime ranger. C'est quelque chose qu'on oublie, parce qu'à un moment donné, ça devient trop fastidieux et trop compliqué. Et donc, pour moi, le seul truc, les enfants rangeront à partir du moment où ça sera simple et rapide. Et donc, pour ça, il faut, et c'est la règle de base, éliminer un maximum d'objets, parce que ça devient compliqué à cause de la quantité d'objets qu'on a chez soi. Ok, je fais comment cet après-midi? Je sors de l'émission, je vais voir mes 2 enfants qui ont 12 et 8 ans, 2 mecs, deux vrais mecs. Et je leur dis, on va commencer à ranger, on va s'amuser, on va trier. C'est les bons mots? On va faire de la place. Alors moi, je dirais pas trier, parce que c'est pas vraiment, c'est pas non plus jeter, c'est pas éliminer. Ça, c'est des mots qui font un peu peur. Je leur dirais, on va faire de la place. Voilà, la 2020 arrive. Je leur tendrai une carotte. Je leur dirais, est-ce que ce serait pas le moment de revoir un peu votre chambre? On passe d'une chambre d'enfant à une chambre d'ado, 12 ans, c'est quand même pré-ado. Là, peut-être rentrer en première rénovée. Voilà, c'est le moment, quoi. C'est le moment de lui refaire un espace vraiment à lui. Donc peut-être qu'on pourrait le motiver comme ça, en lui disant, écoute, on va éliminer les vieux trucs avec lesquels tu joues plus. On va redonner une partie à ton frère. Et puis le frère en question, on va essayer de faire du tri. Après là, Saint-Nicolas, ça déborde de partout. La Noël, n'en parlons pas. Donc il faut qu'ils aient un intérêt à le faire. Et il faut les faire participer, surtout à cet âge-là, jusqu'au bout du processus. Donc aller donner dans les associations, se rendre compte que ça peut aider d'autres enfants. Quand ils ont compris ça, en fait, c'est génial. Il y a des étoiles qui s'éclairent dans leurs yeux. Et je pense qu'aujourd'hui, ils comprennent ça de plus en plus tôt, puisque même dans les écoles, il y a pas mal d'écoles qui réorganisent aussi des ateliers de seconde main, des choses de ramener vos jouets, etc. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Et c'est en train de rentrer dans l'esprit des enfants. Ils peuvent plus facilement peut-être se séparer d'objets qui leur étaient chers quand ils savent que ces objets seront réutilisés un petit peu plus tard. On n'a vu qu'une seule des étapes avec vous, Élodie Ouéry, parce qu'on cause, je vais y arriver. Mais on oublie de parler des 9 autres. On va poursuivre cette discussion. Ce dossier du jour consacré au home organizing.
Alors, on a quelques messages qui nous sont arrivés par SMS. Elodie Wery, d'abord, il y a plein de gens qui disent que votre maison est très très belle. Tribu de Max, qui sont en route vers les vacances, visiblement, ils nous disent qu'il faut aller faire un petit tour parce que c'est très bien. Et puis, j'aime l'idée que la liberté d'une personne puisse se mesurer au nombre d'objets dont ils s'encombrent. Le bonheur éprouvé lorsque l'on est en trekking avec moins de 12 kilos sur le dos ou avec un petit sac sur un voilier nous permet de ressentir le poids de ce que l'on trimballe au quotidien. C'est un SMS qui nous est arrivé au 6031. Vous n'hésitez pas si vous voulez aussi nous faire part de vos réactions, de vos questionnements, de vos expériences aussi. Si vous aussi vous vous êtes dit à un moment, tiens, je vais réorganiser ma maison, je vais essayer de la ranger, je vais essayer de ranger mes idées, me défaire de toute une série d'objets, vous n'hésitez pas. 02 737 26 06, le SMS au 6031 ou encore le courriel à tendancepremière@rtbf.be. Tendance première, Cédric Gauthier. Home Organizing, ma méthode en 10 étapes, c'est donc votre ouvrage Elodie Wery, publié aux éditions Racine. On a vu la première étape. Qu'est-ce qu'on fait ensuite ? On rappelle très rapidement la première étape pour ceux qui nous rejoindraient à 11h. Je ne vais pas les dire toutes les 10, non, mais parce que sinon ça risque d'être un peu long. On accepte de se dire qu'on doit se séparer de choses. Ça, c'est vraiment la première étape, accepter de faire sortir des objets de la maison. Et puis après ? Et puis ensuite, il faut, je vais le faire en résumé, faire un plan d'action, en fait, de vers quoi on veut aller, de comment on veut procéder. Et ce plan d'action, il peut être très variable d'une maison à l'autre, d'une personne à l'autre. Chaque fois, c'est un travail qui se fait sur mesure, vraiment, avec les clients, ou tout seul dans sa tête, si on n'a pas envie d'être accompagné. Et donc, on peut, par exemple, commencer par se demander si on va aller de haut en bas ou de bas en haut, parce qu'il y a plusieurs méthodes. Il y a des gens qui vont dire, moi je commence par la pièce la plus haute de la maison et je descends progressivement les objets pour finir, par exemple, par la cave que je désencombrerai cet été. Il y a des gens qui vont faire l'inverse, qui vont dire, moi je vais commencer par vider toutes les caves pour faire de la place pour toutes les choses que je vais retrouver dans les étages. Il y a des gens qui vont dire, moi je vais commencer par les pièces de vie, parce que c'est vraiment les pièces de vie dans lesquelles je passe le plus de temps et qui sont le plus problématiques au quotidien, par exemple quand j'invite des gens à la maison, etc. Donc ils vont commencer par ces pièces-là. D'autres vont dire, ah non, moi ce qui est vraiment insupportable, c'est les pièces intimes. Les pièces intimes, c'est chambre, salle de bain, parce que j'ai besoin de retrouver vraiment une zone pour moi. Voilà, donc déjà se poser ces questions-là, c'est une première étape. Après, il va falloir analyser un petit peu sur le terrain, parce que nous on appelle ça un terrain, la problématique qu'on va retrouver. Il y a des maisons dans lesquelles toutes les pièces sont déjà remplies d'objets liés à ce qu'on fait dans cette pièce. C'est ce qu'on appelle le problème de fonction, et c'est ce qu'on appelle les catégories d'objets. Donc, si on a toutes les catégories d'objets qui sont déjà rassemblées dans les bonnes pièces, on va pouvoir faire un plan d'action pièce par pièce. On va se dire, aujourd'hui, je fais la salle de bain, demain, je fais la buanderie, après-demain, je fais le dressing, et progresser de cette manière-là. C'est le plan d'action le plus facile pour les home organizers, mais pour les particuliers aussi. Et c'est celui qui donne le plus de résultats, c'est celui qu'on voit toujours sur Internet, les fameux avant-après, waouh, c'est beau. Malheureusement, la plupart du temps, quand on est dans ce cas-là, on n'a pas vraiment besoin de l'aide de quelqu'un. Souvent, on va faire appel à une home organizer lorsqu'on a un problème de catégorie, c'est-à-dire que tous les objets sont splittés. Oui, parce il y a que des là, objets partout. Vous parlez de maison, vous parlez de grand appartement. Quand on a un petit espace, quand on a un studio, parfois, le salon sert aussi de pièces pour le bureau, de salle de jeu, etc. On n'a pas toujours la possibilité de ranger, d'avoir des pièces bien spécifiques. Alors, raison de plus pour être minimaliste dans ces cas-là. Donc, plus on vit dans un espace réduit, plus on doit limiter les objets. C'est évident. Enfin, je veux dire, ça, c'est mathématique. On ne peut pas en faire rentrer plus. Donc, on doit être beaucoup plus regardant sur ce qu'on fait rentrer dans la maison. Et puis, il y a toujours des solutions. On peut aussi aménager, et vous avez dû voir plein d'exemples dans votre métier, dans une brique dans le ventre, de maisons qui sont très, très bien aménagées. C'est-à-dire on a des espaces qui visuellement sont séparés, malgré le fait qu'ils soient dans un même environnement. Donc on peut jouer aussi avec des éléments décoratifs, par exemple, si on veut aider quelqu'un qui rentrerait pour la première fois dans la maison à se projeter, à dire tiens, ici c'est la zone cuisine, là c'est la zone salle de jeu, là c'est la zone. Après on peut aussi distinguer très fortement la zone d'utilisation et la zone de rangement. Je prends l'exemple des jouets, parce que c'est souvent problématique dans les familles quand il y a des enfants. On peut très bien dire les enfants peuvent jouer partout dans la maison. Surtout quand la maison est petite ou que c'est un appartement, on ne va pas les cloisonner dans leur chambre, ça fait un peu prison. Mais on leur demande à la fin de la journée, ou quand ils ont terminé de jouer en tout cas, de remettre les jouets dans la zone de rangement, qui peut être un hall d'entrée, qui peut être un grand meuble sur mesure, qui peut être un espace dans le salon. Donc on fait la distinction entre la zone d'utilisation et la zone de rangement. Donc il existe toujours des solutions, que ce soit pour des petits espaces ou des grands espaces. Et il ne faut pas croire que les gens qui vivent dans des petits espaces ont moins de chance que ceux qui vivent dans des grands espaces, parce que le désordre est proportionnel à l'espace dont on dispose. Donc, et j'en ai visité pas mal, des grandes maisons, genre des vieilles fermes qui ont été aménagées avec plusieurs dizaines, des fois des centaines de mètres carrés qui sont occupés, ce sont des espaces qu'on remplit. Donc, personnellement,
je suis en train de revenir vers quelque chose de plus petit et je trouve ça bien plus simple à gérer au quotidien, un espace plus petit. C'est moins à chauffer, moins à nettoyer, moins à entretenir, moins à ranger, moins d'objets. Et donc, on trouve plein de solutions alternatives. Quand on doit inviter, par exemple, des gens et qu'on n'a plus la place chez soi, on va louer un espace extérieur, on va le faire pendant l'été quand on a de l'espace dans le jardin. Enfin, on va trouver d'autres alternatives pour qu'au quotidien, tout ce travail se réduise vraiment à peau de chagrin et qu'on puisse récupérer ce temps pour des choses qui comptent vraiment. Comment, on a une question qui nous est arrivée par SMS. Comment fait-on quand on a une pièce de vie, qu'elle sert de bureau? Comment est-ce que je peux, justement, ranger les choses et montrer que tel espace est un espace de rangement, que tel espace est un espace à vivre? Alors, les papiers, donc c'est c'est le troisième sujet. Donc, le premier livre qu'on a là, c'est vraiment le tome 1 sur le désencombrement matériel. Il y en a un deuxième sur l'organisation familiale, qui j'espère sera écrit courant 2020, et puis le troisième sur les papiers. Donc, ça me ramène plus vers le sujet office organizing. La bonne nouvelle, c'est qu'il ne faut pas de bureau. Quand on a fini d'appliquer la méthode en 10 étapes de l'office organizing, on se rend compte que la pièce bureau peut devenir autre chose. Parce qu'en fait, on peut éliminer les 3/4 des papiers qu'on a chez soi. Et là, vous me lancez sur un sujet passionnant. Ce sera un prochain dossier. Vous reviendrez nous en parler. Mais moi, je reviendrai simplement à l'idée, par exemple, du secrétaire, qui de nouveau était une très bonne idée de nos grands-parents. À l'époque, ils n'avaient pas spécialement de bureau, mais ils avaient un secrétaire, c'est-à-dire un tout petit espace qui se ferme une fois qu'on a fini de l'utiliser, qui permet de cloisonner. Alors, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas s'étaler sur la salle à manger. Moi aussi, je fais ça quand je travaille. J'ouvre mon ordi, toutes mes affaires. Mais une fois que j'ai terminé ma tâche, pouf, tout rentre finalement dans quelques petits centimètres carrés. Par exemple, un secrétaire, ça pourrait être une solution. Appel donc aux designers d'aujourd'hui pour créer des secrétaires de 2019-2020. C'est vrai que quand on regarde les photos de chez vous, on a l'impression que tout est rangé, que tout est propre. C'est toujours le cas? Alors non. Quand même. Je rassure les gens, oui. C'est vraiment un drôle de truc qui me colle à la peau, ça. Les gens me disent, mais il n'y a pas de vie chez toi. Alors, la vie chez moi, elle s'appelle Blaise, Capucine, Aurélien, Salomé, Elga, Floki, Thibaut, parce qu'il y a les animaux en plus. En plus. Et cette vie-là, franchement, elle est très bruyante, elle fait beaucoup de bazar, donc il ne faut pas s'inquiéter, de la vie, il y en a. Quand je vais rentrer tout à l'heure après l'émission, je vais certainement retrouver pas mal de trucs sortis, parce que mes enfants ne sont pas des anges, et donc ils ne remettent pas toujours les affaires au bon endroit, mais je sais qu'en 2 temps 3 mouvements, je sais qu'en une demi-heure, et je peux chronométrer, je l'ai déjà fait, j'ai fait des posts sur Facebook qui ont bien marché pour ça, en une demi-heure, tout va retourner à sa place, et on va pouvoir occuper l'après-midi pour faire autre chose. Donc, je ne vais pas m'énerver, je ne vais pas empêcher les enfants de jouer, je ne vais pas perdre 2 heures l'après-midi à ranger. Donc, c'est ça vraiment le vrai plaisir qu'on retrouve finalement dans une maison désencombrée, c'est récupérer du temps pour les choses qu'on a envie de faire. Et j'ai pas envie de passer mon temps à ranger. C'est ça qui est étonnant. Sérieusement, j'ai des choses beaucoup plus intéressantes à faire dans ma vie que ça. Que faire lorsque l'homme est adepte du « on va le garder, on ne sait jamais ». Ça peut toujours servir. Et que l'on se retrouve avec 54 000 vis de type A, 67 000 de type B. Voilà, une question très pratique. Oui, alors c'est le profil de l'angoissé, ou on l'appelle aussi le casou, au casou. Ce sont souvent des gens qui ont toujours l'impression qu'il va leur manquer quelque chose et que s'ils se défont de quelque chose, de toute façon, une semaine après, ils en auront besoin et donc ils se culpabiliseront de s'en être défaits. C'est de se rendre compte qu'on vit en 2020 dans un pays où la plupart du temps, on a tout ce qu'il faut à portée de main, que tout peut être loué, emprunté. Il y a plein de solutions autres que celles de conserver, en fait. C'est ça qu'il faut que les gens comprennent. Il faut s'ouvrir l'esprit parce que c'est vrai qu'on a été pendant des années baigné dans j'ai besoin d'une vis, j'en achète 40 alors que j'en ai besoin d'une. Oui. Aujourd'hui, c'est en train de changer quand même. Énormément, c'est ça qui est merveilleux, c'est qu'on vit dans une ère de changement vraiment très très forte. Moi, je la vis vraiment au quotidien. On se rend compte que, par exemple, le système de location, c'est super pratique. Je pense à des tréteaux, on avait besoin de tréteaux, il suffit d'aller demander autour de soi, personne n'a 2 tréteaux pour ici les fêtes. Si, il y a bien une belle-sœur, quelqu'un qui en a, on les emprunte, on les rend, ça n'encombre pas la maison, on n'a pas dû dépenser de nouveau ces 2 fois 50 € pour pouvoir les acheter. Et donc, on trouve des solutions autres. Donc, avant de se dire j'en ai besoin, je vais l'acheter, finalement, est-ce qu'il n'y a pas autre chose? Est-ce qu'une autre vis, peut-être un peu plus petite ou un peu plus grande, avec ce que j'ai déjà chez moi, ne pourrait pas servir? Et la plupart du temps, on a ces solutions. Ouais. Donc, c'est vrai que quand on regarde aussi sur les réseaux sociaux, il y a toute une série de sites qui nous permettent de se désencombrer. Bruxelles a donné, par exemple, quand on parle de Bruxelles, mais c'est le cas dans toute une série de communes. On peut échanger, on peut jeter, on peut donner aussi ces différents objets. Dernière petite remarque qui nous est arrivée au 6031 par SMS. Remarque de Meriem. La sainte pub sera toujours la plus forte et les moyens les plus inavouables pour amener du bazar chez nous. C'est tout à fait vrai. Il y avait une pub du géant suédois, je crois que c'était l'été passé, qui disait je n'ai plus rien à mettre, viens, on va chercher un dressing un peu plus grand pour pouvoir retrouver de l'espace pour ranger ses affaires. Ça vous énerve, ça? Ah, punaise, ça me rend dingue. Ça me rend dingue chaque fois que j'entends, je coupe la radio d'ailleurs. Voilà, Home Organizing, 10 étapes pour mieux organiser, réorganiser aussi son intérieur. C'est un livre signé Élodie Ouéry qui était notre invitée. Merci beaucoup, bon retour chez vous. Merci, bon rangement de tous les petits jouets qui vont traîner un petit peu partout.